Amis sportifs, bonsoir et bienvenue sur les antennes de Spectrum Télévision. Bienvenue dans la Nuit du Sport, édition de ce mercredi 20 novembre. Les directeurs techniques nationaux et entraîneurs nationaux de football à l'heure des révisions. Depuis lundi dernier, ici même à Douala, l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, UNIFAC, réunit ses techniciens dans le cadre d'un atelier de renforcement des capacités. Cette démarche, qui est d'ailleurs une première pour l'UNIFAC, vise à permettre aux fédérations membres de s'arrimer au train du développement du football, selon Jean-Blaise Mayola, président actuel de l'UNIFAC, que vous allez écouter dans un court instant. Ce sera dans le cadre de la pause actuelle en première partie de cette émission. Et puis football toujours, c'est avec classe que les Lions indomptables terminent la phase des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Lors de la 6e et dernière journée disputée hier, le Cameroun, grâce à Vincent Aboubakar et Kevin Koudou, s'est imposé par 2-1 face au Zimbabwe à Yaoundé. Premier du groupe J avec 14 points. Nos invités analysent ce soir le parcours du Cameroun dans ses qualifications et les bons points, les mauvais points et surtout les points à améliorer afin de permettre au Cameroun de faire un excellent parcours au Maroc l'année prochaine. Et juste après ce sujet, on va revenir sur quelques résolutions fortes prises à l'issue de la dernière Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football tenue samedi dernier du côté de Mbankomo près de Yaoundé. Changement du patron de l'administration, retrait de l'agrément du syndicat national des footballeurs camerounais SINAFOC au profit de l'association des footballeurs du Cameroun. On va donc évidemment revenir sur ces différentes résolutions, sans oublier aussi la possibilité de continuer la réflexion sur la convention MINCEF et CAFou de 2015 qui est également au menu des travaux. Nos invités ce soir, 3 sur 4 sont déjà là. J'ai le plaisir de recevoir Jérôme Bango, agent de joueur. Jérôme, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir mes copanélistes. Je profite tout simplement de la vitrine qu'on m'offre ce soir pour souhaiter joyeux anniversaire à mes deux petites sœurs, déjà Dissake Fanny du côté de Daido et Nadine Samba, qui aussi ont décidé tout simplement de suivre cette émission et de veiller avec nous. Joyeux anniversaire. Timothée Makongo, ancien Lion indomptable, est avec nous ce soir. Timothée, bienvenue. Bonsoir la reine Makeda, bonsoir aux compatriotes et surtout à mon vieil ami Yabassi qui est là. Et bonsoir au président Bango, bonsoir à tous les téléspectateurs. D'accord, Mathieu Nathanaël Ndjok, journaliste, est avec nous ce soir. Mathieu, bonsoir. Bonsoir Lydie Makeda, c'est un plaisir de retrouver votre plateau ce soir. J'espère que je vais satisfaire les millions de téléspectateurs de cette chaîne et de ce rendez-vous. Et comme on dit souvent au quartier, connectez-vous, parce que ça va chauffer. Merci d'être là, en tout cas, Mathieu. Colbert Yompan, journaliste sportif, on l'espère bien, est attendu sur ce plateau également. Donc, sans transition, on rentre dans la première partie de cette émission consacrée à la pause actu. La ville de Douala, donc, je disais tantôt, abrite depuis lundi dernier un atelier de renforcement des capacités des directeurs techniques nationaux organisé par l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, en abrégé UNIFAC. Atelier qui se déroule en 2 phases. Une première phase consacrée au DTN, leur rôle, la structuration d'un département technique en passant par comment construire une équipe efficace. Et puis une seconde phase consacrée aux entraîneurs nationaux de la zone CEMAC, évidemment. Concernant la formation des entraîneurs, il est entre autres question, a-t-on appris, d'explorer la convention de coaching de la CAF. Et sur les objectifs de ces travaux, je vous propose d'écouter les réactions de Jean-Blaise Mayola, président de l'UNIFAC, suivi d'Étienne Sonquin, consultant technique régional de la FIFA. Ils sont au micro de Nono Fetué. C'était à l'ouverture des travaux. L'atelier, c'est le renforcement des capacités des directeurs techniques nationaux. C'est une première au niveau de l'UNIFAC. Et c'est l'occasion pour nous de remercier la Confédération africaine de football, son président et son secrétaire général, de nous avoir accordé cette connaissance pour nos directeurs techniques nationaux. C'est une première pour l'UNIFAC.
Et je crois qu'après les directeurs techniques nationaux, nous passerons là dans la semaine avec les entraîneurs des équipes nationales, dames, seniors et U20. Je crois que c'est un processus que nous avons amorcé depuis notre arrivée à l'UNIFAC pour essayer de revivre notre zone. C'est vrai que le football aujourd'hui est devenu une science. Et si vous êtes en retard de l'avancement du développement, c'est un manque à gagner pour nos États. Et je crois que pour nos fédérations, j'allais dire. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes contraints de nous arrimer à ce développement et d'avancer comme les autres. Parce qu'aujourd'hui, nos directeurs techniques nationaux, il y a d'autres qui sont anciens, il y a d'autres qui sont nouveaux. Et les techniques aujourd'hui sont en train d'évoluer au rythme de notre sport. Donc je crois que le moment était bel et bienvenu pour qu'on organise cet atelier. Dans la sous-région, nous avons besoin de directeurs techniques qui travaillent, qui sont dans des départements techniques où ils peuvent évoluer avec des techniciens, des staffs expérimentés. Et ce n'est toujours pas le cas. Quand on a nommé un directeur technique, on pense qu'on a tout fait. Non. Le département technique est une structure qui doit avoir beaucoup de personnes, qui doivent être permanemment en train de travailler dans le développement du football. Qui dit développement du football parle du football des jeunes, les compétitions du football des jeunes, la formation des entraîneurs, les programmes de développement de la FIFA, le TDS, le football amateur et tout ce que vous pouvez imaginer dans le développement. Aujourd'hui, nous avons 5 qui sont là. Nous regrettons l'absence de 3 autres qui ont été bloqués pour des problèmes de visa, ce que nous pensons être un gros problème dans la sous-région. Je ne sais pas comment un Congolais peut se déplacer jusqu'à Douala. On le remet dans l'avion pour problème de visa. Pourtant, il a payé à e-visa. Je ne connais pas les procédures, je ne suis pas diplomate, mais je pense qu'il y a des choses qu'on ne devrait pas faire. Nous allons travailler avec les 5 qui sont là. Et nous pensons qu'à la fin de cet atelier, les uns et les autres rentreront avec beaucoup d'échanges, beaucoup d'expérience pour pouvoir mettre en œuvre leurs activités. Et c'est la fin d'année aussi. Chaque DTN va nous présenter les activités de l'année 2024 et les projections de l'année 2025. Parce que 2025 c'est demain, il faut déjà programmer tout ce qu'on aura à mettre en place dans les différents pays. Nous, en tant que consultants techniques régionaux, nous voyageons régulièrement dans ces pays pour nous assurer que tout est mis en œuvre. Voilà pour ces réactions. Peut-être un petit commentaire, Mathieu Nathanaël Njok, la direction technique nationale, on en parle encore. Et Etienne Sonken, que vous connaissez très bien, le disait, dans la sous-région Afrique centrale, on a besoin des directeurs techniques nationaux qui travaillent. Et il rappelait qu'il y a beaucoup de chantiers, les compétitions de football, la formation des entraîneurs, le football amateur. Quand vous regardez tous ces différents facteurs, est-ce que vous avez l'impression qu'au Cameroun, on y est ou on s'y approche? Avant d'abord de me prononcer sur votre préoccupation, vous me voyez atterré, très choqué de savoir qu'à un moment où on parle de la libre circulation dans la sous-région, qu'on ait décrié que les autres pays peuvent bloquer des Camerounais qui veulent circuler d'un pays à l'autre, ça se comprendrait parce qu'on peut comprendre qu'ils n'ont pas le même développement que le Cameroun qui se réclame leader de la sous-région, mais qu'au Cameroun, certains administrateurs dans les aéroports se permettent, ou commissaires d'aéroport se permettent de bloquer un ressortissant de l'Afrique centrale parce qu'il n'a pas de visa. C'est scandaleux.
Je ne comprends pas ça. Et je n'imagine, je ne sais pas si le message passe et si l'administration gouvernementale camerounaise comprend ça, elle qui dit porter le projet de la libre circulation au Cameroun, en Afrique centrale. C'est ignominieux que ce soit le Cameroun. Et je veux dire que quand je vais dire ça, je veux dire que prochainement, j'étais scandalisé quand j'entendais qu'un Camerounais va au Gabon, on le maintient à l'aéroport 24 heures pour le rapatrier, et que si ça se passe au Cameroun, désormais je vais me taire parce que nous ne sommes pas un exemple. C'est ahurissant ce que nous venons d'entendre là. C'est ahurissant. Alors que si le même citoyen congolais aurait pris la route avec toute la corruption qui est en route, il serait arrivé au Cameroun sans problème. Vous cautionnez la corruption? Non, je veux dire que si donc on est en train de favoriser la corruption, et je suis sûr que s'il avait corrompu à l'aéroport, il serait passé. Et moi, ça pose un autre problème. Ça pose un problème. Est-ce que ça va rester juste une affaire de corruption? Non, ça pose un autre problème. Ça pose un problème du ministère des Relations extérieures, la défaillance du ministère de la Relation du ministère extérieur, mais aussi ça pose le problème de la Fédération camerounaise de football. Parce que vous ne pouvez pas accueillir une assise comme celle-là et dans votre administration, il n'y a personne à l'aéroport pour accueillir un émissaire comme celui-là. Parce que s'il y avait un membre de la fédération pour accueillir cet émissaire, ce problème aurait été décanté. Après, on va dire qu'on critique trop la fédération, mais je sais que très souvent, chaque fois qu'il y a des cas comme ça, lorsque la fédération a pris les dispositions d'envoyer un émissaire, un agent de liaison à l'aéroport, on n'écoute pas des scandales comme ça. Après avoir dit ça, je dois dire quand même que ce séminaire est bienvenu. Je crois que les deux interviews ont situé tout le décor de la situation. Seulement, ce que je vais ajouter, c'est qu'il ne faut pas oublier que ce séminaire vise beaucoup plus parce que la CAF envisage apporter un appui, une subvention aux directions techniques nationaux des fédérations africaines dans son prochain programme 2025. Et donc, il est question de les préparer, à savoir même préparer un programme d'activité et de financement. Parce qu'on n'a pas de budget. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de mettre des budgets, de mettre des chiffres, mais il faudrait savoir que quand on finit de proposer, de demander un financement, de mettre un budget, après il faut produire un compte d'emploi. Et un compte d'emploi part parce qu'on a préparé un budget. Un budget, ça a des lignes bien précises et sur lesquelles on ne doit pas violer une ligne à l'autre, sinon on serait dans le détournement. Je crois que ça participe à tout ça. L'autre préoccupation, c'est de savoir, est-ce que nous avons en Afrique centrale des directions nationales qui sont à niveau. Surtout chez nous au Cameroun. Quand on prend au Cameroun, je dirais que non. Vous voyez, Etienne Sonko a été à la direction technique nationale. S'il plante le décor, c'est parce que, s'il pose le problème, c'est parce qu'il est conscient que avant de faire le saut qualitatif qu'il a mené au niveau de l'instructeur FIFA, c'est que au Cameroun, on nomme des gens à la direction technique nationale simplement pour contenter les amis, les équilibres régionaux, et contenter quelques relations en haut lieu pour dire j'ai pris ton frère, j'ai pris ton cousin, même s'il remplit les conditions, mais après on ne lui donne pas les moyens. La direction technique nationale dans tous les pays est un département. Je peux même dire que c'est une fédération bis, si vous me permettez l'impression, dans la fédération, et qui a toute une administration, jusqu'à avoir son responsable de la communication, secrétaire, directeur financier, directeur administratif, et avec tout ce qu'on peut, le Bataclan, avec les points focaux régionaux, départementaux et d'arrondissement. Vous voyez que c'est une grosse équipe que doit gérer la direction technique dans tout le pays. Quand vous imaginez qu'on a 360 communes, dont 360 arrondissements, ça fait 360 points focaux. Si on a 52 départements, ça fait 52 points focaux départementaux. Vous comprenez que c'est une administration qui est plus lourde que la fédération elle-même. Et donc,
il faut doter les moyens et il faut faire un travail de fond scientifique et rigoureux. Malheureusement, on peut constater chez nous que ce n'est pas le cas et que la DTN, c'est souvent une direction ou un service où on peut caser certaines personnes pour éviter, souvent quand on veut jouer les équilibres dans les contestations, pour calmer certains ardeurs, on peut recruter quelqu'un pour aller le caser là-bas, afin que... donc, vous comprenez que ce n'est pas ça. Parce que je prends un exemple. Oui, le football camerounais a un problème de défenseurs latéraux depuis plus de 15 ans. Depuis que Nditap et Womelen ont pris leur retraite internationale, on n'a plus de défenseurs latéraux de niveau. Ou alors on n'a plus à profusion, on n'a plus un banc de touche qui peut nous assurer sur ces postes-là. Mais en 15 ans, la direction et tous ceux qui sont passés à la direction nationale n'ont pas pu nous produire des latéraux, des défenseurs latéraux qui peuvent satisfaire la demande des différentes équipes nationales et notamment de l'équipe nationale senior. C'est la preuve que notre direction nationale ne travaille pas dans la vision d'une direction, parce que la direction technique nationale est là c'est un laboratoire pour résoudre les problèmes du football camerounais et apporter des solutions rapides. Et doit travailler en synergie avec les entraîneurs nationaux pour même mettre en place, parce que chaque pays a sa philosophie de jeu, pour maintenir la philosophie de jeu et lui produire des joueurs qui produisent notre philosophie de jeu. Malheureusement, on peut constater que ce n'est pas le cas et que chez nous, on essaye de jouer un peu aux gens où es-tu et au petit bonheur la chance. Donc, on espère que un joueur va sortir de la cuisse de Jupiter en Europe ou un binational et on va essayer de chercher à le récupérer. Et souvent, quand il arrive ici, il n'entre pas dans notre schéma de jeu. Il entre dans le schéma européen. On le voit en club, il est bon, mais en équipe nationale, il ne peut pas produire. Donc, c'est tout ça. Donc, c'est ça la direction nationale. Et je suis étonné qu'on a un exécutif à l'Africa Foot qui a quelqu'un qui a une grosse expérience en la matière, qui a une sommité du football mondial et qui nous a promis de nous redonner au football toute sa grandeur. Malheureusement, 4 ans après, pour un mandat de 5 ans, on ne voit pas ça. On n'est pas encore à la 4e année quand même. On attend. Et on comprend justement l'une des thématiques de ces travaux organisés par l'UNIFAC et Timothée Makongo. Comment construire une équipe efficace? Bon, vraiment, là, le problème, je préfère le prendre un peu comme Nathanaël a pris tout à l'heure. Il faut absolument partir de ce fait. Quand vous constatez d'emblée, et ça me fait plaisir que ce soit un des présidents de la DTN, le directeur de la DTN qui pose le problème, il est inadmissible que le Cameroun prenne le temps d'organiser une compétition et qu'un membre qui vient dans notre pays pour cette chose organisée au Cameroun soit bloqué à l'aéroport du Cameroun. Oui, on est mais je veux dire que ça marque déjà dès la base. Vous savez qu'on a passé le temps. Oui, c'est pour ça que je dis qu'il faut bien repartir le temps, parce que ce que je dis, il a déjà dit. Non, mais je voudrais quand même... On évolue. Je voudrais évoluer sur un truc très très important, parce que c'est très très important. Ce désordre déjà à l'aéroport, qui veut dire qu'il n'y a pas de coordination entre les différents services camerounais, entre les différents départements camerounais, services camerounais, et même au niveau des plus grands départements, au niveau des ministères, il n'y a pas de coordination. Parce qu'il est inadmissible qu'une manifestation internationale qui va se faire au Cameroun, qu'il n'y ait pas d'avis de préparation au niveau des aéroports, au niveau des trucs. Bon, je continue à verser ailleurs. Je viens maintenant sur la thématique telle qu'elle est présentée par la direction nationale, la DTN camerounaise. Ça me fait mal, que je suis un peu dégoûté. Parce que cette DTN existe bientôt depuis plus de 20 ans. Ils ont eu déjà de très très belles factures, des sommes de belles factures, comme Ramsi qui est parti il y a plusieurs années. Il y a eu des organisations qui ont été proposées, des Mangongene qui ont été là. Il y a eu beaucoup de grands hommes. Et ils avaient presque une latitude. Lui-même, Etienne Sonkin était là. Sonkin était là. Ils avaient une extraordinaire latitude d'organiser la DTN, ne serait-ce qu'en plagiant sur
la DTN d'Italie, d'Allemagne, de Suisse. Mais c'est le problème qui pose. On finit de donner plein de personnes, on ne les donne pas l'administration qui doit les accompagner. Et c'est là le grave passé. Ce qui pose comme thème, c'est un thème qui existe depuis 20 ans. Oui. C'est le même. On revient sur la même chose, tous la même roulette. Et là, qu'est-ce que vous allez vivre? Des missions spéciales de tout l'intelligence, parce qu'en réalité, et Njokla dit d'une autre manière, la DTN devait être l'intelligence du football camerounais. C'est le laboratoire qui prépare un système adéquat, non seulement lié à notre mentalité, lié à notre psychisme, lié à notre social, globalement social. Nous sommes le pays le plus favorisé par certains côtés à cause de la diversité ethnique qui existe chez nous. Cette diversité ethnique est une force extraordinaire pour le Cameroun. Mais on s'en est beaucoup servi pour mettre les uns contre les autres et pour récompenser après une campagne les uns contre les autres. C'est quelque chose de presque maléfique, de diabolique. Donc je ne peux pas dire que je suis content d'entendre, je suis même atterré de voir qu'il recommence. C'est une honte de venir nous dire que les directions techniques d'Afrique centrale vont se remettre ensemble pour faire quelque chose. Vous allez voir que les autres pays vont profiter sur le Cameroun. Le Cameroun ne va rien tirer là-dedans. Puis c'est nous, on n'apporte qu'un enseignement. Et je vais vous dire, c'est que c'est pas un peu pessimiste, non, ça. Non, c'est pas du pessimisme. C'est une réalité qui nous poursuit nécessairement. Vous ne pouvez pas me dire que les hommes qui viennent faire cette conférence-là et qui vont diriger cette conférence, ces mêmes hommes dirigent. Il y a 2 Camerounais qui dirigent une DTN. Et les autres sont déjà qui viennent. Et quand vous voyez. C'est nous les DTN qui fonctionnent très mal. Les moyens qui sont mis au niveau des DTN. Le DTN camerounaise est la DTN qui a le plus de moyens, peut-être l'angolaise est au-delà de nous, mais la DTN camerounaise est la DTN qui a le plus de moyens et qui a même les meilleurs salaires. Or, si c'était une intelligence réelle, Njokla est un peu alimenté d'une certaine manière parlant des joueurs, quand on a besoin d'un latéral ou d'un joueur. En réalité, tout devait être fourni, même l'entraîneur national devait être fourni par la DTN. Parce que moi, je comprends mal que maintenant, on ne met pas un homme de DTN camerounaise pendant qu'on est un entraîneur français ou belge, ou je ne sais pas quoi. Je reste, moi, pour la nationalisation des cadres camerounais à tous les niveaux. C'est scandaleux qu'on en soit encore là. Donc moi, je ne peux pas répondre à je dis que c'est encore de la tricherie. Jérôme Bango, pour terminer, comment est-ce que le Cameroun peut justement capitaliser après l'organisation de ces genres de travaux dans son pays? Moi, je crois que c'est une aubaine pour le Cameroun. C'est vrai que quelques couacs sont présentés à l'ouverture de ce forum, parce qu'il faudra simplement dire, lorsque l'UNIFAC décide de regrouper pour la première fois, le président et les directeurs techniques et les entraîneurs à Douala, je crois qu'ils ont tout simplement bien pensé, ou alors ils ont calqué le modèle qui nous vient du côté de l'Afrique de l'Ouest, parce que lorsque vous voyez déjà le développement du football du niveau de l'Afrique de l'Ouest, vous voyez que en Afrique centrale, on a un petit peu de retard parce que s'il faut simplement accepter le Cameroun qui fait peut-être un pas ou alors une avance mieux que les autres. Nous sommes la deuxième meilleure fédération. Voilà, mieux que les autres. Donc, non, je veux dire, en termes de titres, en termes d'organisation, nous sommes la deuxième meilleure. Je veux dire, sur le plan qualité de jeu, le Cameroun au niveau de l'Afrique centrale excède mieux que les autres. Maintenant, le Cameroun étant ce pays-là qui, je venais de le dire, qui est, je veux dire, la patrie forte, la locomotive au niveau de l'Afrique centrale. Donc, c'était de bonne guerre de commencer par le Cameroun. Et l'initiative est très bonne. Je crois que les membres de l'UNIFAC l'ont si bien compris. Venir à Douala, rassembler déjà au niveau de la direction technique, parce qu'il faut dire rebattre les cartes et donner un certain nombre de directives au niveau je vais dire des cadres des fédérations, parce que la direction technique, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un de bien futé, c'est quelqu'un qui élabore un programme, c'est quelqu'un qui a une vision de football, et puis le budget en suit avec, et puis autour de lui, c'est une entreprise, c'est un économiste, c'est un juriste, c'est tous ceux qui concourent à ce que le football camerounais va de bon gré. Mais maintenant, on espère tout simplement que c'était la première, et on a commencé avec la direction technique, avec les kinés aussi, parce qu'il faudra que, de l'en avant, que tout cela soit mis en vitrine pour que
le football du côté de l'Afrique centrale se porte très bien. D'accord. On va rapidement évoquer le deuxième sujet de cette pause actu, les CAF Awards 2024. On en parlait il y a quelques temps ici sur ce plateau et dans cette catégorie particulièrement des meilleurs jeunes de l'année. Dans le top 10, on était heureux de voir qu'il y avait Carlos Baleba, le Camerounais, mais là, le top 5 est tombé depuis lundi dernier. Pas de Carlos Baleba retenu. Timothée Makongo, cela vous inspire quoi? Je suis incapable de dire pourquoi. Ça fait un peu mal au cœur parce que j'estimais qu'il faisait partie des nouvelles perles africaines, Carlos Baleba. Il fait partie des nouvelles perles africaines, mais quand un top award comme ça est présenté, je pense qu'il faut absolument nous définir les critères à l'avance pour que tous les pays prennent connaissance des critères. Hein. Souvent, c'est ce truc-là qui met un peu à mal les décideurs de qui est nominé, qui n'est pas nominé. Et je suis un peu embêté. Bon, moi, c'est un problème sentimental. J'aurais voulu voir un Camerounais. Tout à fait. Alors, Mathieu, on sait que Carlos Baleba a séduit de nombreux supporters depuis son arrivée dans la tanière des Lions indomptables. On a vu ses débuts au Cameroun face au Cap-Vert et Yaoundé. En Première Ligue aussi, en club, Carlos Baleba monte en puissance. Peut-on peut-être penser que son absence lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire lui aurait coûté des points dans ce classement? Oui, mais vous avez tout dit. Pour moi, je suis de ceux d'abord qui étaient surpris de trouver que Baleba se retrouve parmi les nominés. Surpris pourquoi? Il ne devrait pas l'être. Il ne devrait pas l'être. On peut bien aimer Carlos Baleba comme on veut, mais Carlos Baleba, en championnat anglais, a commencé à pratiquement être titulaire dans les 5 dernières journées. Et toute la saison, il a joué des mégots de match. Et dans les 5 dernières journées, il s'est affirmé. Et comme vous savez, les 5 dernières journées, et il est venu avec l'équipe nationale. Il s'est réalisé. Il a commencé un début de saison en fanfare, en Ligue anglaise. Donc pour moi, Carlos Baleba, c'est un joueur sur lequel il faut compter pour les awards de l'année prochaine. Il faut être objectif. Ce n'est pas parce que c'est un Camerounais. Je crois que ceux qui ont... Quand la CAF a mis Baleba, c'était seulement un teasing pour essayer de créer l'attractivité de tous les pays, et notamment le Cameroun qui est un grand pays de football. Et donc si on n'avait pas un Camerounais dans les nominés, cette cérémonie des awards nous aurait pas intéressé, nous aurait pas captivé, ni la presse camerounaise. Donc on a essayé de faire un teasing, mais il fallait s'y attendre. Et donc pour moi, Baleba n'était pas à la CAN. Baleba en championnat anglais a commencé en fin de saison. Baleba commence là en fanfare. On voit que même quand il est blessé, il était l'artisan de la victoire de Brighton sur Manchester City. Donc il faut qu'il reste dans cette régularité-là, et on est sûr que l'année prochaine, sans discuter, c'est son titre. Mais aujourd'hui, quand vous voyez son coéquipier Ndinga, qui est nominé dans le même poste, avec ce qu'il a fait à la CAN et ce qu'il continue à faire en club, vous ne pouvez pas vous attendre. Vous pouvez aimer Baleba, ça peut être votre fils, ça peut être votre compatriote. Mais après, nous sommes des journalistes, nous devons être objectifs. Alors, du coup, Ando Nana est le seul Camerounais en lice dans ces CAF Awards, évidemment dans la catégorie des meilleurs gardiens de l'année. Ça pourrait peut-être passer pour le portier camerounais. Pourquoi Nathanaël dit non, du coup? Oui, là, c'est sûr. C'est sûr, ça doit passer à Ando Nana, parce qu'il faut dire, là, lorsqu'on regarde le concurrent direct, ça ne se suit pas. Ça ne se suit pas parce que il faudra dire déjà. Fofana de Côte d'Ivoire, Onwen, William, Moustapha Chaubert, Stanley Nwabali, voilà, qui sont les concurrents. Son concurrent direct ne peut qu'être le gardien de l'Afrique du Sud, lui qui a reçu déjà une distinction pour cette année 2024. Il y a quand même l'Ivoirien qui est champion d'Afrique. Hein. Oui, mais il ne fait pas le poids, parce qu'il faut dire que si Ado on en a perdu le cap par rapport au gardien marocain la saison dernière, on ne sait pas sur quels critères cela s'était passé, parce qu'il faut dire André Nona fait partie des 11 meilleurs africains. Et il était vraiment
tellement surpris qu'il ne soit pas le meilleur gardien, parce que dans le meilleur 11, c'est André Onana. Donc je crois que cette fois-ci, il est bien parti pour être le meilleur gardien. Mais je n'ai pas d'accord. Avec ses prestations qu'il fait. C'est vrai que Manchester United ne fait pas une belle prestation, mais il faut dire, si ce n'est pas, s'il faut que regarder les prestations au niveau des sélections nationales, je crois que jusque-là, il garde le cap, parce qu'il faut dire l'Afrique du Sud ne fait pas actuellement le poids devant le Cameroun au niveau des belles prestations. Donc, moi, je reviens un tout petit peu au niveau de Carlos Bavolo. Il faut dire que sa saison 2022-2023, comme Ndiago disait, 2023-2024, il ne pouvait pas être là-dedans parce qu'il sort de Lille. Il sort de Lille pour Brighton aujourd'hui. Il n'a pas fait grand-chose. Donc, être nominé dans ce cas-là, c'était une surprise. Et puis bon, on espère qu'avec la prestation qu'il a en train de produire cette saison, il pourra tout simplement décrocher pour l'édition prochaine. D'accord. Mathieu, pourquoi ça ne pourrait pas passer pour André Onana selon vous? Ça ne peut pas passer pour André Onana, malgré tout l'amour qu'on a pour lui, parce que en club, c'est sur le plan individuel, il a des meilleures statistiques, mais sur le plan collectif, les statistiques personnelles ne permettent pas à Manchester United de se hisser, parce que les performances individuelles seules ne suffisent pas. Nous sommes dans un sport collectif. Il faut que vos performances individuelles permettent à votre équipe de tirer votre équipe vers le haut. Après, quand vous sortez de la saison 2023-2024 de Manchester United, qui était très mauvaise, et où ils ont arraché le maintien comme ils ont arraché, et quand vous venez maintenant à la Coupe d'Afrique, vous regardez les performances des Lions indomptables, qui est la compétition phare sur laquelle on va regarder. Vous allez voir que nous sommes sortis à quel stade? Nous sommes sortis au deuxième tour. Donc, vous ne pouvez pas attendre. Pendant ce temps, ces concurrents-là sont allés au moins jusqu'au demi-finales. Maintenant, c'est vrai que la majorité de ces concurrents ne jouent pas dans les grands clubs comme lui. Voilà. C'est ça la particularité. C'est ça la particularité. Mais c'est des trophées africains. C'est des trophées africains. Et donc, quand on la donne dans une année, dans une saison qui a apporté une compétition africaine phare comme la CAN, il faut savoir que les performances de cette compétition africaine vont peser au moins pour 10% dans le décompte, dans le décompte. Et donc, j'aime Onana, tout le monde le sait, mais je reste un journaliste qui est froid dans mon analyse et je ne le vois pas être je voudrais quand même dire un mot, parce que quand tu arrives, je bâtis toujours rapidement, parce que j'ai toujours un problème, tu n'arrives pas à tout exprimer. Quand je dis rapidement, on va avancer, parce qu'on a d'autres sujets. Ce que je voudrais dire, c'est que quand on regarde un footballeur en termes de capacité individuelle, en termes de capacité au niveau des nombres de matchs qu'il fournit, c'est pour ça que je dis qu'il faut toujours bien définir les critères qui soient bien assimilés par tous ceux qui vont juger le choix de la commission qui va choisir le meilleur award. Maintenant, il ne faut pas perdre de vue un seul instant que moi, je regarde presque tous les matchs européens, les matchs même jusqu'à l'Amérique latine et tout ça, et je vois que le top 3 de l'Amérique latine pour le meilleur gardien de la planète, on en a fait partie. Au niveau de l'UEFA, dans le top 10 des meilleurs gardiens, on en a fait partie. Quand on arrive au niveau du Cameroun, au niveau de la CAF, on commence à dire, de l'Afrique, on commence à dire... Parce que le Cameroun ne se comprend pas. Non, ce n'est pas un problème de Cameroun, c'est un problème de... Vous n'allez pas regarder les performances en club et venir les répéter. C'est pas la performance en club, c'est la capacité d'un joueur. Je ne suis pas d'accord parce que d'un joueur, même ses concurrents directs ne peuvent pas le suivre, même sur le plan africain. Parce qu'il faut dire que ce n'est pas parce qu'on a joué en finale la Coupe d'Afrique qu'on est performant que notre est sorti. Non, on a vu la Côte d'Ivoire prendre 4 buts. D'Afrique, c'est le Coupe d'Afrique. Ça va peser, c'est vrai, ça pèse, mais au niveau européen, c'est André Onana. Le gardien sud-africain,
n'est pas à l'extérieur. Voilà. Il joue Mamelo Sundowns. Il est glandé, il est vraiment classé de manière extraordinaire. En Ligue des champions africaines, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, On ne peut pas mettre sur le même plan la Ligue des champions africaine. Il n'est pas en Ligue je vous ai laissé parler. Laissez-moi finir d'abord, s'il vous plaît. Finissez, terminez, Timothée Makongo. Ce que j'ai dit, c'est que nous avons des groupes spécialisés, des hommes experts qui vous disent, qui vous font des statistiques hebdomadairement, mensuellement, et qui donnent, il faut les lire tous. Il faut aller même dans les réseaux sociaux, même dans les trucs comme Google ou Facebook, où vous verrez que les choix, d'une manière générale, l'autre jour, le match du Cameroun qui était en Angola, la moitié du stade était en rouge à cause de Manchester, à cause de Nana. C'est une popularité qui est unique en Afrique. Il ne faut même pas essayer de dire que non, il ne mérite pas d'être dans le top 7. Un pays très supporté. Pour vous, Nana mérite de remporter le meilleur gardien africain. Il n'a pas son pareil pour le moment. Pour le moment, il n'a pas son pareil. Il n'a pas le pareil parce que lorsqu'on regarde le gardien marocain qui a eu la couronne en 2023. Là où on attendait, on en a aussi quelques bons matchs à l'UEFA. L'UEFA, oui, il a fini, je ne sais pas si c'était en finale ou en demi-finale. Mais je dis, André Onana actuellement, lorsqu'on regarde le top 3 en Europe, parce que lui, il est allé sur le top 10, moi, il dit, sur le top 3 en Europe, André Onana à l'intérieur. Maintenant, lorsqu'on regarde, on ne peut pas comparer le gardien sud-africain qui joue à Mamelo Sundowns avec Manchester United, où le budget n'est pas pareil. Il peut être meilleur que le budget. Même à la table en performance individuelle, même en performance actuellement en Afrique, le Cameroun a terminé. J'ai dit, on ne peut pas mettre le gardien ivoirien. On met le gardien ivoirien qui a pris 4 buts devant la Guinée équatoriale. Il termine, je vous en prie, il termine. D'abord, maintenant, au niveau du Cameroun, l'apport que André Onana fait au niveau du Cameroun, parce que depuis le match contre les gars, comment on appelle les gars qui sont en Afrique du Nord, là, le match retour qu'on a commencé avec... La Libye? Pas la Libye, les autres... L'Algérie? Bon, bref, quand on a commencé nos matchs retour là, le jeu camerounais a changé quelque peu et de manière très très perceptible grâce à la pertinence de Nana d'apporter un certain ralentissement, un certain timing qui donnait au jeu le temps de bien passer. Il y avait un passage de balle extraordinaire. Il y a eu de nouvelles personnes qui sont arrivées comme Balipa, effectivement, qui ont apporté tout le monde reconnaît qu'en termes de jeu au pied, on en a révolutionné le poste de gardien de but. Ça, c'est aujourd'hui qu'il a commencé. C'est important dans ce critère. C'est un critère important. C'est pas tout le monde qui le sait, mais je dis que c'est important. Voilà, on va... Parce que si ce n'est pas là, je vais te le faire mal, là. Je te le jure. Je vous en prie. Faisons l'analyse. Je vous en prie. Ne faites pas le parapala. Je vous en prie. Je vous en prie, Timothée Makongo. Alors, ne faites pas ça. Je peux pas. C'est un débat. Mais il ne faut pas qu'il ne coupe pas. C'est un débat. Donc, on peut ne pas être d'accord, mais on reste content sur ce plateau. Un petit commentaire avec vous, justement, Maxime. Oui. Cela ne vous a sans doute pas échappé. Vinicius Junior, qui a des origines camerounaises, je crois qu'on en a parlé un peu partout aujourd'hui. La Stade Ria de Madrid donc, a récemment appris que ses ancêtres viennent du Cameroun, précisément de l'ethnie Tchikar. Et c'est grâce à un test ADN que Vinicius a donc effectué. Et voilà, il y a eu ces résultats-là. Le test d'ADN rentre dans le cadre d'une campagne menée par la Confédération brésilienne de football avec une société de traçage pour déterminer les origines de ces joueurs. Que pensez-vous justement de cette initiative qui vise également, a-t-on appris, à réaffirmer l'engagement de la Confédération dans la lutte pour une société inclusive au Brésil et dans le football mondial? Ouais, c'est une très bonne question. Mais déjà, je vais vous dire sincèrement, quand on parle de traçabilité par rapport aux origines des Noirs, qu'ils soient d'Amérique latine ou d'Amérique centrale ou d'Amérique du Nord, quand on parle de traçabilité par rapport à leurs origines, je ne crois pas qu'il y ait une seule machine au monde, un seul système au monde qui peut refaire. Il y a quelqu'un qui a essayé à l'époque avec le truc, les racines, qui a fait des recherches pendant près de 12 ans, 15 ans, et qui est arrivé à ce moment. Maintenant, à partir des tests ADN, on connaît leur efficacité par rapport
à l'existant. Mais de là à remonter le temps dans l'histoire et savoir que cette traçabilité nous amène. Moi, personnellement, quand je regarde Vinicius, il ressemble à un Yaoundé ou à un Camerounais. Moi, tout de suite, quand je vois Vinicius, c'est le bon sentiment. Ça, c'est vraiment un sentiment brut, sauvage de Camerounais. Quand je dis Vinicius, je dis, vraiment, il ressemble quand même à un Yaoundé. On dirait un gars de chez nous. Non, c'est un Camerounais. Pour moi, c'est un Camerounais, Voilà. mais ça n'a aucune démonstration qu'on peut croire ou dire scientifique. Hein? Donc voilà, c'est fini, j'ai fini. Voilà, on parle de Vinicius Junior au niveau de la réalisation. Le sujet se suit Vinicius actuellement, oui. Rapidement, un commentaire, Mathieu. Non, je suis étonné que mon grand frère qui aime lire Google, qui nous invite à faire Google, ait raté ce niveau de l'évolution scientifique pour simplement lui dire que depuis une dizaine d'années, il y a la science a évolué et que aujourd'hui, on peut remonter tes origines à partir d'un pays, à partir des tests ADN, et cela a permis de booster le tourisme en Afrique et notamment au Cameroun avec une opération qu'on appelle Al-Jammer qui a permis aux États-Unis notamment, dans tous les États américains, de permettre à tous les Noirs de savoir leur origine. Et ça permet que chaque fois qu'on a découvert ça, le mouvement Al-Jammer, ils sont venus ici, au Cameroun, découvrir, aller jusqu'à, dans les, pas trouver leur famille, mais aller visiter les villages où on les dit originaires. Donc ils sont venus, donc cette opération. Je voudrais répondre avant qu'il continue, parce qu'en réalité, ce qu'il est en train de dire, il dit que je suis en retard de la... Non, il dit juste que la médecine a évolué. Mais je vais vous dire, la recherche la contradiction, que ce soit la contradiction chinoise, japonaise, sur la capacité de cette machine, qui a beaucoup de chercheurs qui sont dans cette optique-là au Canada actuellement, et parce que c'est eux qui font un certain nombre de recherches en ADN et qui ont même révolutionné l'ADN, qui l'ont même remis en cause en disant que les 100% que nous avions déclarés, il faut plutôt revenir à 95%. Maintenant, pour que la traçabilité existe, il faut couvrir 5 siècles d'histoire. Je ne sais pas sur quelle base on va revenir à l'homme, le mot sapien, en disant qu'on a pu faire une traçabilité, mais elle est contestée fortement. Pour la gouverne de M. Ndjok, elle est confrontée par un organisme qui prend pied en Chine, au Japon, en Allemagne même d'ailleurs aussi. Et ça veut dire que c'est des concurrences. Le Covid-19 a bien marché, tout le monde pouvait jouer. Il n'a pas de connaissances pour le Covid-19. C'est une maladie qui s'est propagée. On a fait des examens on sait que c'est là. C'est un groupe qui est en train de développer quelque chose et ils veulent l'imposer à ceux qui veulent y croire. Tout comme quand Google s'est installé ou Facebook s'est installé, c'est des gens qui viennent tous de la Silicon Valley. Donc, ils viennent des États-Unis, de la Silicon Valley. Et ils se sont imposés au monde entier. Et le monde dit c'est eux les meilleurs. C'est eux la vérité. Mathieu. Donc ne dis pas que les autres sont dans l'ignorance. Non, je peux comprendre le pessimisme de M. Makongo, mais simplement, et c'est normal, dans un débat, il faut un débat contradictoire. Et même dans la science, ceux qui essaient de remettre en doute les résultats scientifiques de l'ADN, c'est simplement pour permettre à la science d'évoluer et d'être plus pointueux pour qu'on ne dorme pas sur les dernières évolutions du temps. Mais vous-même, vous avez dit de 100%, on est revenu à 95%. Ça veut dire que le doute n'est pas très grand, l'écart n'est pas grand. Donc, pour moi, je voudrais simplement dire que je ne me réjouis pas du fait que Vinicius ait des origines camerounaises, mais je dis que c'est possible qu'il ait des origines camerounaises quand on regarde même l'histoire du Cameroun, l'histoire des immigrations dans le temps de l'esclavage, et on sait qu'on trouve beaucoup d'Africains au Brésil, en Amérique latine et dans tous les continents. Donc voilà. Jérôme, qu'est-ce que vous avez pensé à l'annonce de... Oui, je crois que ça m'a d'abord fait un bon au cœur et c'est toujours bien. Ah, vous êtes content de savoir que Vinicius, quand même l'une des grosses stars du football, tout ce qu'on dit, le Cameroun regorge de tout. Donc c'est bien de savoir que la science, de par ses recherches, peut attribuer une nationalité. Ou alors, moi, je crois que les origines, c'est très bien, on le voit.
on voit certains gens qui sont partis des États-Unis venir s'implanter au Ghana et le Ghana les a donné la nationalité et les autres. Donc, ce qu'il disait là tout à l'heure, je crois que c'est pertinent. Lorsqu'on parle d'ADN, c'est pas que c'est la science, c'est le sang, c'est beaucoup d'organes qu'on met pour suivre un petit peu un ensemble d'éléments qui permet à un certain nombre d'individus présents qu'ils sortent de telle région d'Afrique et particulièrement de tel coin. Donc, s'il est descendant des ancêtres ou alors des aïeux camerounais, je dis c'est bien. Pourquoi pas le voir ici un jour en balade ou alors venir aussi visiter le Cameroun. Ça ferait toujours quelque chose de bien pour le Cameroun parce que on sait que le Cameroun, comme quelqu'un le dit souvent sur le continent, c'est un pays qui couvre presque la quasi-totalité du monde entier. Et Vinicius Sekia, donc on l'a vu à l'image, a reçu son certificat d'ascendance hier en marge du match Brésil-Uruguay, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Un but partout, c'est le score qui a sanctionné cette rencontre. On va rentrer dans la seconde partie de cette émission avec deux thèmes. Le Cameroun qui affrontait hier le Zimbabwe dans le cadre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. C'est avec 14 points et une première place que le Cameroun donc achève son parcours dans cette phase. Et pour son dernier match, le Cameroun a battu le Zimbabwe hier 2-1. Retour sur cette rencontre suivi évidemment d'un extrait de la conférence de presse d'après-match donnée par les deux entraîneurs et sans oublier aussi les réactions des supporters recueillis ici à Douala. Olivier Bouzike, Dieudonné Niassa et Nono Foutué. Conclusion victorieuse pour les Lions d'Antale dans le cadre des qualifications pour la CAN Maroc 2025. Face au Zimbabwe cet après-midi, Aboubakar Vincent et ses coéquipiers ont répondu aux attentes du public au stade Omnisport de Yaoundé. C'est d'ailleurs le capitaine des Lions qui donne le ton à la 18e minute à travers cette action individuelle. « 23e minute, Georges Kevin Koudou double la mise. On en reste là. À la première mi-temps, la copie servie par les Lions est plutôt attrayante. Pas autant à la deuxième mi-temps, les Zimbabwéens sont revenus des vestiaires avec un état d'esprit plus dynamique. Ils enchaînent des offensives dans le camp camerounais sans succès et sont finalement récompensés à la 73e minute grâce à un but de Djukamanja. Malgré l'espoir de revenir au score, le coup de sifflet final retentit sur le 2-1 en faveur du Cameroun. Après 6 journées, les Lions caracolent à la tête du classement du groupe J avec 14 points, suivi du Zimbabwe 9 points, le Kenya 6 points et la Namibie au bas du classement 2 points. I think it's difficult if you don't are born in football. It's if you see how this team played, it's clear they gave the best for sure. We had extreme good chances. You come in the second half, we wanted to keep the same drive, but one more time, I think also in the tribune it was very hot, so on the field it was even hotter. So they're human, they're not persons from another world, they're human, they suffer, they gave a lot, much more than the opponent, they gave a lot the first half. Is it not normal that they play a little bit less active? So I don't think that we came in difficulties, just a moment that we came too low because we want to consolidate the 2-0. That they felt that that's possible to score a goal, and they did. But with all due respect, if this is not any more possible, I invite you to take a trainer who can fix this. You will be very happy then, please. We wanted to keep the game open until the 60th minute. Around that was our real objective tactically. That the difference is maybe one goal or in a draw, because we know that we would have then the second energy. It's very simple. I explained it to you before. We had a 35-hour travel, no training.
But you expect you have to get the jet lag, this fatigue out of the legs, and very often when you do then something, then it happens. Of course, Cameroon is also a very good team, very strong. But I think we didn't come to this game parking a bus 60 minutes with 5 back and 4 in the midfield and 1 striker and just kicking long balls away. I think we showed that we can also play football even when you are under pressure and that we can pass the ball nicely. And I think it was a really good game with 2 totally different halves, yes. Bon, mon sentiment, c'est un sentiment de satisfaction parce que le Cameroun a gagné. Bon, je ne regarderai pas de la manière dont le Cameroun a gagné. Depuis la 4e journée, le Cameroun était déjà qualifié. Mais il fallait vraiment assurer cette qualification dans sa poule en obtenant la première place. Je suis satisfait vraiment. Malgré beaucoup de choses à refaire dans l'équipe, mais je crois quand même qu'avant ce temps-là, il y aura beaucoup de réglages dans le domaine positif. Depuis l'arrivée du sorcier blanc, comme on appelle communément au quartier, nous avons constaté que nous allons de succès en succès. Sauf que tout à l'heure là, il s'est passé vraiment quelque chose. Comment cela peut-il être possible qu'on remplace encore moins le capitaine et que subitement nous on change rapidement le classement et il a remis son brassard à quelqu'un d'autre. Là j'ai vu ça un peu comme si c'est une décision qui est passée sur la tête du coach. C'est du jamais vu dans l'histoire du football. J'ai dit seulement bravo aux Lions indomptables. Vraiment ils ont un peu mouillé le maillot, mais la deuxième mi-temps n'était pas vraiment ce que j'attendais. Mais qu'à cela ne tienne, il y a beaucoup de choses à rectifier. J'aurais souhaité qu'on le fasse dans l'ensemble. Mais qu'à cela ne tient, je lui tiens un coup de chapeau, bravo, et bravo à Mabus. Simplement une belle rencontre, je le redis et je le dis, tout le monde a essayé de jouer son rôle. Le coach a été bien en ce qu'il a fait tourner son effectif. Les frayeurs de dernière minute ne sont qu'un appel à plus de vigilance pour l'avenir. Mais l'équipe est en train de se construire et nous félicitons et les joueurs et les encadreurs parce qu'on voit du travail qui est en train d'être fait. On peut comprendre, Timothée Makongo, que les supporters semblent d'accord, semblent contents. Converger voilà, par rapport à cette équipe, à la physionomie de ce que nous présentent les Lions indomptables. Disons que d'une manière globale, c'est vrai que le sentiment est presque le même. Les analystes de part et d'autre, chacun va apporter son point de vue là-dessus. D'une manière globale, nous sommes tous contents de voir que le Cameroun a quand même pu être qualifié, parce que la crainte première, c'était qu'elles pourront-ils être qualifiées à la CAN du Maroc. Mais j'ai quand même ressenti, j'ai eu pas mal, une certaine déception lors du match, parce qu'il y a eu une première mi-temps qui est un peu plus acceptable. J'ai d'abord eu une grosse déception avec le match du premier match qu'il y avait contre la Zimbabwe où ils avaient fait 0-8 partout. Puis la suite des opérations il y a eu un petit changement dans le jeu, mais la vigilance n'y a pas toujours été. La désattention, parce que quand je regarde la simplicité, la donnée du but qui a été marqué par les Zimbabwéens, ça me fait mal au cœur. C'est un simple moment d'attention, de vigilance et de positionnement auquel des professionnels devraient être habitués. Ouais. Bon, maintenant, c'est difficile de dire autrement. Chaque match a cette tension, son intensité, sa réalité psychologique. Moi, je pense qu'il y a un gros travail, parce que nous avons un très bel effectif. Moi, j'aime beaucoup cet effectif. Là, maintenant, il appartiendra à l'entraîneur qui reste. J'aurais souhaité que ce soit un Camerounais, mais comme on préfère Marc Brice, si c'est lui. Mais tout ce staff-là mérite des félicitations. De prendre un temps de connaître tous ces aspects sociaux, psychologiques, psychiques des joueurs, les capacités, le temps de repos qu'ils ont, c'est que les capacités réelles de chacun. Par exemple, les gens n'ont pas réalisé que Magritte, là, le Magritte, là, il a plus travaillé que les deux autres, parce que lui, il avait beaucoup de vélocité à revenir. Il a même sauvé une occasion extraordinaire, parce que le dangereux Zimbabwéen là, qui s'aventurait beaucoup sur le flanc droit, a failli faire beaucoup de mal. C'est le retour de Magritte qui nous a sauvés à ce moment-là. Bon, mais je dis,
moi, je dis il faut améliorer l'état d'esprit général, la vigilance générale, les attentions. On ne peut pas parler de système qui est défaillant, on ne peut pas parler des jeux qui ne méritent pas d'être à leur place. Hein, parce qu'en réalité, quand on fasse entrer celui qui est entré à la fin, l'arrière qui est entré à la fin, là, nous, on dit qu'il faut maintenir les latéraux, les bons latéraux d'avant, mais comment on l'appelle Tolo, c'est vraiment un des meilleurs latéraux africains. En ce moment, il est absolument efficace à sa place. Et il couvre bien les arrières de ces défenseurs centraux. Bon, à droite, il y a eu peut-être un peu de flottement, mais on a une belle équipe. Maintenant, c'est l'animation totale, l'état d'esprit total qui manque à cette équipe. Donc, c'est clair, le Cameroun a une belle équipe. Et on a une belle équipe en réalité. Mais je ne dirais pas bravo à l'entraîneur, parce que nous avons des entraîneurs qui peuvent meilleur que Marc Brice. Si ce problème d'entraîneur se posait, je dirais que pas question de regarder un blanc. C'est un autre débat, c'est vrai. Qu'on aura l'occasion de poser. D'accord, je suis d'accord. Jérôme Bango, qu'est-ce que vous avez pensé globalement du parcours du Cameroun dans ces éliminatoires? Oui, on dira d'abord félicitations à toute la grosse équipe. À l'entraîneur aussi ou pas? À la grosse équipe. La grosse équipe, les entraîneurs, les kinés et les autres qui animent cette équipe. Maintenant, les acteurs, plus qui sont mis en vitrine. Question de faire valoir leurs qualités et leurs capacités sur l'heure de jeu. Maintenant, il faut dire que le Cameroun a fini en pompe parce que le Cameroun avait à cœur de battre le Zimbabwe, qui les avait échappés du côté de l'Afrique du Sud lors du match aller sur un score de 0 but partout. Donc, fini en pompe, c'était de bonnes guerres. Maintenant, comme je le disais tantôt, le Cameroun... On sortait d'un match aussi un peu terne, en Afrique du Sud contre la Namibie. Voilà, tous ces paramètres-là. Il faut dire tout simplement que actuellement, le Cameroun est sur une bonne spirale. Il faudra simplement rappeler que si ce n'est pas les 11 entrants là qui jouent, d'autres peuvent aussi être plus meilleurs ou alors meilleurs comme eux, même s'ils n'ont pas la chance d'être convoqués à la sélection. Le Cameroun a, au niveau de l'Hexagone actuellement, un bon nombre de panoplies de joueurs de niveau. Bon, malheureusement, on ne pourra pas convoquer tout le monde et ceux qui sont là doivent tout simplement faire montre de leur capacité et donner les résultats aux Lions indomptables. Il faut dire que à l'exception du Maroc, qui a fini en pompe avec 18 points sur le Cameroun, qui suit avec 14, l'Algérie aussi. Donc, on ne peut que dire merci parce que ça faisait partie de la mission première de l'entraîneur ou alors du staff technique de qualifier déjà l'équipe nationale pour la CAN qui va se jouer du côté du Maroc en décembre prochain et de pouvoir trouver l'espace aussi de qualification pour la Coupe du Monde à venir. Donc, c'est des missions qui leur avaient été assignées. Donc, la première étape réussi. Bon, le match en lui-même, c'était match. Le Cameroun, c'est les acteurs. C'est les gens qui se sont arrachés pour la victoire pour les derniers matchs du côté de Fandena. Donc, on ne peut que leur dire bravo. Et il y a encore des petits réglages à faire. Voilà, il y a aussi des joueurs qu'on aimerait bien voir dans cette équipe. Donc, on attend qu'ils pourront... Par exemple, Etienne Eto'o qui fait des bonnes prestations du côté de l'Espagne. Il faudrait déjà qu'on le convoque. Oui, il peut déjà être prêt. On voit les joueurs comme Bell Elliott de Swansea qui fait aussi très belles prestations. On voit d'autres joueurs. On ne saurait appeler quelqu'un qui joue en 3e division en France, par exemple, alors qu'on a des joueurs en 2e division française qui n'ont pas le temps, qui n'arrivent même pas en sélection. C'est un problème qui a toujours existé. Voilà, donc oui, c'est pour ça que je dis qu'actuellement, il y a assez de joueurs qui peuvent bien être titulaires parce qu'il faut dire, on a vu Ebose pendant la Coupe du Monde qui revient de blessure avec Udinese. On a vu Castelletto. On se disait déjà que la chaîne défensive des Lions devait déjà être prête à ce jour. Gand est venu tout simplement bouleverser les cartes. On sait de l'autre côté AEK avec la belle prestation d'Harold Moukoudi. On sait beaucoup de gars qui s'illustrent bien, Olivier Tam et les autres. Maintenant, comme je le disais, ils n'ont pas la chance d'être là, mais ce n'est pas pourtant l'occasion de baisser les bras, c'est l'occasion pour eux de redoubler l'effort de travailler. Oumar Gonzalez fait aussi belle prestation du côté de l'Arabie Saoudite,
Katoke Kambi pareil. Mais maintenant, Namasso aussi. Voilà, Moumasso, c'est vrai qu'il est toujours en attente de l'équipe nationale de France. Donc, peut-être qu'il patiente de voir de ce côté. On sait qu'à l'époque, Georges Kevin Koudou avait attendu l'équipe nationale de France, mais il n'avait pas eu raison et puis s'est rabattu du côté des Lions d'Europe. Donc, on attend, comme je le disais, on a assez de joueurs de qualité qui peuvent aussi intégrer cette sélection. Mais bon, voyons ce que ça doit faire. Et puis, pourquoi pas faire revenir, on doit aussi, qui fait belle prestation du côté de Riga en Lettonie, qui a joué. Ils sont 200. C'est ça que je dis, il y a assez de joueurs. Ils sont 200 à l'extérieur. Il y a assez de joueurs, tout le monde ne peut pas jouer, mais que ceux qui sont là, qu'ils mouillent au maillot, mais il y a aussi ceux qui sont déjà à la porte de sortie, pourquoi pas, qu'après la CAN, si possible, qu'ils se reposent et qu'ils observent aussi la transition. Mathieu Nathanaël Ndiok, le Cameroun dans ses éliminatoires, le Cameroun qui va donc disputer la prochaine Coupe d'Afrique et des Nations au Maroc. Quelle est l'analyse que vous faites justement de notre parcours dans cette phase? Mais c'est simplement le sentiment que l'équipe nationale a retrouvé la performance annoncée par le chef de l'État le 11 février et qu'il prendrait les dispositions pour que le Cameroun, les Lions d'État, retrouve la performance et donne la joie au cœur des Camerounais qui se saignent avec leurs impôts pour investir énormément d'argent. Et je crois que en respectant les directives du chef de l'État, on trouve aujourd'hui que quelques personnes ont voulu les contester. Mais aujourd'hui, on voit que ceux qui ont appliqué les directives du chef de l'État sont dans le bon et que ça apporte ses fruits. Moi, ce que je retiendrai, je dirais aux Camerounais, c'est que les Camerounais sont très ondoyants et divers. Ouais. Parce que quand on était déjà qualifié, on allait en Afrique du Sud jouer la Namibie. J'ai écouté les Camerounais dire oh, il faut qu'on mette les autres joueurs, on les observe. Arrivé contre le Zimbabwe, on dit oh, il faut qu'on mette les autres joueurs, qu'on les observe. Mais les mêmes Camerounais veulent le résultat, ils veulent la victoire. Mais ils n'ont pas pu constater qu'un coach a une philosophie de jeu, a son ossature, et il meurt avec ses idées. Et donc, Marc Briche est dans cette logique, il a son ossature, il a ses idées, et il fait avec. Il peut ajuster, donner la chance à quelques joueurs, c'est à ceux-là de savoir la saisir. Et on a pu voir que la première mi-temps, quand il joue avec son équipe type, et quand il vous a dit que nous avons joué un piètre match en Afrique du Sud contre la Namibie parce que nous n'avons pas travaillé ce match, nous n'avons pas mis un plan de jeu parce que nous ne nous sommes pas entraînés. En fait, il a jeté les enfants sur l'air des gens en se disant allez vous débrouiller, c'est comme un match d'entraînement, évitez de prendre simplement le but. Et maintenant, quand il a travaillé pour préparer la Libye, on a vu que le coach est important dans la victoire, dans la performance d'une équipe. Il a donné de l'âme à cette équipe et la première mi-temps était bonne. En voulant satisfaire une certaine opinion publique, il a donné l'occasion à quelques Camerounais. On a vu que la deuxième mi-temps n'était pas bonne. C'est pour dire simplement que on peut tout dire, mais on n'a pas le banc de touche qu'on croit avoir. Et ce banc de touche-là a encore beaucoup de travail à faire. Il nous faut peut-être profiter des prochaines périodes FIFA pour multiplier les matchs amicaux, afin de donner à Marc Briche le temps de préparer son équipe, le temps de voir les autres joueurs, de les donner la chance, pas en les mettant titulaires, mais en les donnant des mégots 30 minutes, et puis pour permettre à chacun de saisir sa chance. L'équipe nationale n'est pas une faveur. L'équipe nationale, il faut mériter sa place. Et quand on vous donne votre chance, il faut la saisir. Celui qui ne la saisit pas ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Surtout que l'équipe nationale, c'est quand même les joueurs en forme du moment. Et vous avez vu... on a des joueurs sans club en sélection nationale pour le moment. Comment vous appréciez ça? Oui, mais on a des joueurs sans club pour le moment, simplement parce que cela peut s'expliquer parce que c'est sur les compartiments sur les compartiments où nous-mêmes nous ne sommes pas fournis en joueurs et que ceux qu'on avait donné la chance à ces postes-là n'ont pas pu satisfaire.
Et donc, souvent, ceux-là, ceux qui ne sont pas en club valent mieux que ceux-là. Et puis ceux qui sont en équipe nationale ne sont pas titulaires, n'ont pas joué de match jusqu'ici. Donc, on ne peut pas dire que c'est de la faveur. Ça veut dire que ça entre dans une autre philosophie de l'entraîneur. Parce que... une mauvaise philosophie. Non, c'est vous qui pouvez dire ça, mais... Une mauvaise philosophie. Vous n'avez pas de club. Vous n'avez pas de club. Vous savez que... Vous savez que... C'est une mauvaise philosophie. Vous savez que vous êtes dans toutes les équipes, plus de 6 mois, vous êtes en club en Europe. Vous ne jouez pas. Un entraîneur qui sélectionne... Et à répétition, vous amène en club. Vous savez que dans une équipe de 22 joueurs... On peut rester 6 mois sans jouer. Oui. Et l'entraîneur, qui est un observateur, qui est un analyste... La parole est à Mathieu. Hein. Bon, non, c'est bien, c'est bien. Qui est un analyste, peut estimer que sur la base des résultats que ce gars a eu il y a 6 mois, il le garde. Il ne peut plus avoir le même rendement. Vous avez été footballeur, moi j'ai été footballeur. Il a remis à niveau. Il a remis à niveau d'un joueur Je suis d'accord, mais ce joueur-là n'est pas question de... Il n'est pas titulaire. C'est parce qu'il n'a pas de club, c'est parce qu'il n'est pas argent. Parce qu'il a dit ceci. Quel est dans son rôle? Voilà, il a dit ceci. On sélectionne les joueurs en fonction de leur capacité, en fonction de leur rendement en club. Alors, si vous n'avez pas de club, est-ce que le club dit que la capacité au rendement en club est une règle suffisante? On a des joueurs qui sont performants en club en équipe nationale ne font rien. Ils ne font rien. Oui, mais c'est le mauvais usage. Ou alors, c'est le mauvais usage. C'est ce qu'on dit, faire confiance. Si vous n'avez pas de club, vous ne pouvez pas être sélectionnable. Doit exister. Si vous n'avez pas de club, M. Bango, je peux vous comprendre. Mais justement, vous êtes dans les théories du quartier. C'est-à-dire que si on n'a pas de club... Non, c'est notre théorie. C'est notre théorie du quartier. C'est la même théorie qui disent qu'on a déjà qualifié, classé notre équipe. Or, nous avons les éliminatoires de la Coupe du Monde qui arrivent. Je m'appuie sur vos dires. Il faut que les joueurs restent dans une dynamique. Si on sélectionne un joueur sur son indice du rendement en club, et lorsqu'il a dit que c'est la règle essentielle. Ce n'est pas la règle essentielle. Mais tu parles comme si c'est la règle unique de football. C'est quoi alors le critère de sélection sur lequel... Nous tous, mettons-nous d'accord. Oui. Une fois qu'un joueur... Il y a les joueurs blessés en club, on les appelle en équipe nationale. Une fois qu'un joueur repéré, on le garde. Mais c'est vous qui décriez ces facteurs. Mais il est pour être titulaire. Et quand ils sont 5, mais il y a un seul dans ce cas-là, et vous dites les, alors que c'est un seul cas. Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas de club. Ce cas-là, c'est simplement que ce gars-là apporte, et même quand il était titulaire, je ne veux pas dire sur ce plateau, on connaît ce qu'il apportait comme sérénité dans la carrière. On savait ce qu'il apportait comme sérénité. Est-ce que ce n'est pas question de l'équilibre régional comme vous étiez en train de dire? L'entraîneur ne connaît pas ça. Excuse-moi, je vais dans le sens de l'entraîneur pour dire qu'un entraîneur peut même. Je prends un exemple typique qui se présente pour nous au Cameroun. Quand vous regardez l'équipe nationale du Cameroun, pour nous dire, disons la vérité, quelqu'un comme notre capitaine, en ce moment, c'est un jeu qui est un peu fatigué. Il ne devrait plus faire plus de 60 minutes. Si on est un bon observateur en tant qu'entraîneur, en tant que direction technique, mais l'entraîneur peut se réserver le droit de dire à ce gars-là, je préfère le garder 90 minutes pendant lesquelles une seule fraction de seconde suffira pour qu'il me marque un but. Il prend le risque. Et c'est ce que Nathalie est en train de dire, que le choix d'un entraîneur reste le choix d'un entraîneur. Ça peut se baser sur des observations que lui a Je dis le critère de sélection des joueurs. Il a ce critère à lui. Mais il a ce critère à lui. Et puis il ne le fait pas. S'il prenait des joueurs qui n'ont pas de club pour venir les rendre titulaires, j'aurais compris. Mais ce joueur, le joueur qu'on parle, qui s'appelle Faye Collins, on sait que quand Faye Collins était titulaire, en dehors du fait qu'il était titulaire, il apportait une certaine sérénité dans le groupe. On sait ce qu'ils apportaient dans la tanière. C'est très important, c'est vrai. Si aujourd'hui, l'entraîneur l'a convoqué, il a redonné, il a réapporté la même sérénité, la même dans le groupe, et vous ne pouvez pas empêcher à un entraîneur de le garder parce que un joueur qui pourrit le vestiaire, un joueur qui rassemble le vestiaire, qui rassure le vestiaire véritablement. Et puis un entraîneur, quand il vient en Afrique, il sait que les Africains ont des traditions, des us et des coutumes.
Et s'il retrouve ses us et coutumes sur Faye Collins, qui le lui apporte au sein de la tanière, il le garde pour ce fait-là. Si l'entraîneur me le faisait sur 2, s'il le faisait sur 2, 3 joueurs, 4 joueurs, j'aurais dit qu'il y a un problème. S'il le fait sur un seul joueur, et donc je connais son apport psychique, psychologique dans la tanière, et même surtout spirituel dans la tanière. Ça compte beaucoup. Pour un entraîneur qui vient de l'autre côté, il sait que ça, c'est des caractéristiques qui comptent en Afrique. Absolument. Et il a besoin de ça. Ouais, absolument. Ouais. Jérôme Bango, il n'est pas d'accord. Il est dans la science, et je le comprends. Il est dans la science. Dans la science, ses arguments tiennent. Mais je dis que quand l'entraîneur aussi, c'est moi, j'ai marché, j'ai voyagé avec les entraîneurs et j'ai vu que dans toutes les équipes du monde, dans toutes les sélections des Lions, quand on sélectionne 23 joueurs, il y a toujours 4 joueurs là souvent qui ne jouent pas la compétition. Mais qui sont là? Ou 5 joueurs. L'entraîneur, c'est 18 joueurs sur lesquels il sait qu'il s'appuie pour tourner. On a vu les compétitions, on joue avec 18 joueurs, pas plus. Les autres 4, il fallait les chasser. À la place des autres, on pouvait mettre n'importe qui. On peut mettre n'importe qui pour aller se balader. Et simplement, si le coach est certain que ces joueurs-là vont apporter quelque chose dans la sérénité, dans la tanière, etc. Voilà. Je pense qu'on a quand même... Jérôme, vous êtes toujours dubitatif. Non, il est spécialiste et moi je le comprends. C'est un débat. Ça reste ouvert. Il s'exprime bien. Et puis, je crois que son argumentaire ne tient pas la route avec ce que je pense. Donc, c'est chacun libre. Mais moi, je dis, lorsque je regarde aussi d'autres sélections, il est difficile. Je crois qu'il n'est pas le seul en sélection qui est sans club. Et d'ailleurs, c'était le critère de sélection à l'époque où on disait tel n'a pas de club, donc il n'est pas sélectionnable. Mais c'est aujourd'hui, si parce que un certain nombre de critères sont réunis sur ce joueur, je dis peut-être que c'est la raison. Mais avant, depuis que l'entraîneur présent est là, il a toujours mis un certain nombre de joueurs sur sa liste, même quand ces joueurs étaient en difficulté de club. Donc, moi, parce qu'il venait de prendre une équipe et en l'intersaison, il n'avait pas de repères sur lesquels s'il n'avait pas de repères, ça veut dire que la directeur technique n'existait pas parce qu'il doit bien sûr s'appuyer sur la direction technique afin que la direction technique lui donne un certain nombre de carnivals sur l'ensemble des footballeurs camerounais à l'étranger et sur le plan national. Il est arrivé. Bien sûr. Il est arrivé sur un très bon climat. Non, on ne fait pas ce débat, Jérôme Bango. Si tu veux qu'on on va avancer. Après, le Cameroun, dans ses éliminatoires, on va s'intéresser à l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération camerounaise de football, tenue samedi dernier du côté de Bankomo, près de Yaoundé. On va un peu procéder par étapes avec quelques résolutions fortes qui ont été prises. Tout d'abord, l'Assemblée générale par 46 membres pour et 1 membre contre sur 53 membres présents prône le retrait de l'agrément du SINAFOC comme membre de la FECAFOOT représentant les joueurs. Et puis résolution 6, l'Assemblée générale à l'unanimité des membres présents admet l'Association nationale des footballeurs du Cameroun comme membre de la FECAFOOT représentant les joueurs. Résolution 8 aussi, concernant toujours ce thème-là, l'AG à l'unanimité des membres présents ratifie les statuts de l'Association nationale des footballeurs du Cameroun. Alors, Timothée Makongo, vous qui avez une grosse expérience des associations, des rapports entre associations, syndicats et fédérations. Que vous inspire cette décision-là de l'Assemblée générale qui s'est prononcée en faveur du retrait de l'agrément au SINAFOC? Déjà, ces retraits arrivent avec une bonne quinzaine d'années de retard. Parce qu'à l'époque, déjà, au moment où le SINAFOC avait même été déjà mis de côté à l'époque du président Iya Mohamed, il y a un accord avec comment on appelle ça, le professeur qui était à la FECAFOOT, le professeur Joseph Pona, qui au dernier moment, dans des nouveaux accords, des accords de bons guerriers, ils ont décidé que, ok, on reprend le SINAFOC contre
toute forme de respect des tests, respect de législation, respect des décisions. Des décisions avaient été déjà prises sur la suspension du SINAFOR qui violait un certain nombre de règles. Et il y avait d'autres associations qui étaient nées à cette époque-là. Parce qu'il y a eu la première association qui est venue au Cameroun, l'AFC, l'association des footballeurs camerounais, a marché pratiquement pendant plus de 15 ans, presque 20 ans. Ça a fonctionné, c'était bien, c'était une base solide d'association, devait couler sur cette base. Mais nous avons eu... J'étais secrétaire général pendant près de 10 ans, j'en ai été le secrétaire général. De l'AFC, devenu SINAFOR plus tard. L'AFC est devenu SINAFOR plus tard parce qu'il y avait un conflit. C'est que le conflit qui est né est venu parce que le SINAFOR est né d'un conflit entre des têtes de l'AFC, de la FECAFOOT et des intérêts qui pouvaient être divergents et qui étaient trop gros. Donc, forcément, il fallait éliminer ceux qui ne représentaient pas une force dans ces intérêts. Et c'est comme ça que le SINAFOR est passé, parce qu'il y avait des groupes qui voulaient naître. C'est-à-dire que l'UFC, c'est-à-dire des groupes qui existaient à Douala, à Yaoundé, au sud-ouest et partout, pour qu'il y ait de nouvelles associations qui regroupaient néanmoins presque tout le monde. Mais c'est des intérêts de force, des intérêts financiers qui ont fait que le SINAFOR s'est mis en place. Et au décès de l'ancien président du SINAFOR, donc Nditab, qui était un des vice-présidents de l'époque, après le SINAFOR, et il n'a pas refait ou réintégré ou reconstitué ce qu'il fallait faire, réunir toutes les associations pour faire une seule association qui pouvait donc refaire naître. Est-ce que c'est évident entre vous les footballeurs? C'était possible. Entre vous les footballeurs, vous n'êtes pas toujours d'accord, hein? Voilà, vous pouvez en parler avec il va intervenir là-dessus. Tout était possible, mais c'était lié aux intérêts d'une petite minorité de gens qui ont laissé faire un des autres qui a créé... Donc à chaque étape, il y a eu des intérêts. Alors ce qui s'est passé là, ça et là, maintenant, ce qui s'est passé, aussi un problème d'intérêt. Je ne sais pas. Je suis incapable de vous en parler parce que... Mais vous estimez que ça non, moi j'estime que c'est pas forcément... C'est pas une histoire qui est liée à un règlement de tests, mais c'est un règlement d'hommes. C'est un règlement de conflit, c'est un règlement de bataille. C'est toujours des problèmes de bataille, des problèmes d'ego. Moi, j'en suis convaincu, je n'ai pas de preuves de ce que je dis, mais je suis convaincu que ça passe par là, que c'est des règlements d'ego. Mathieu Datanen, il y a eu cette évidemment grosse polémique, et puis la sortie du SINAFOR qui a dit prendre acte, et que, bon, le moment venu, il va faire recours auprès des juridictions compétentes, comme ça avait été le cas par le passé. Est-ce que vous comprenez cette polémique-là lorsque du côté du SINAFOR, on estime que voilà, il y a la FIFPro, ils sont membres de la FIFPro, qui est la FIFA, et qu'il est tout à fait logique dans un pays où il y a un de leurs membres, que ce membre-là soit également avec la fédération de football en place. Oui, je vais vous dire que c'est un scandale. C'est une honte de ce qu'on a vécu, comme l'a dit Makongo, cette exclusion de représentativité, sûreté de représentativité des joueurs du SINAFOR ne s'explique pas, tout simplement parce que, la FECAFOOT n'a pas communiqué sur les délits qui reprochent au SINAFOR, parce qu'il faut savoir, j'ai été secrétaire général, les tests définissent le contexte dans lequel on retire, quelqu'un paie sa qualité de membre. C'est clair. Et les conditions prévues dans les tests et règlements de la FECAFOOT pour perdre la qualité de membre du SINAFOR n'ont pas été remplies. La FECAFOOT n'est pas tombée sur eux de ces dispositions. Donc maintenant, on est donc allé chercher sur les sexes des gens, sur un règlement de compte, sur des batailles de personnes, et donc on a évoqué que le SINAFOR ne paye pas ses cotisations. Le SINAFOR a prévu qu'elle paye ses cotisations chaque année. Et on a voulu dire que le SINAFOR ne représente pas les joueurs. Le SINAFOR est membre de la Commission nationale des règlements des litiges, où elle a au moins 25 décisions
à sa faveur, que la fédération a refusé d'appliquer. Elle a saisi la FIFA a frappé l'Africa Foot pour dire si vous ne faites pas appliquer les clubs la décision, on frappe la fédération, on retire l'argent à la fédération. La fédération l'a accepté. C'est peut-être aussi ça qui dérange la fédération, qui dérange ceux qui gèrent la fédération aujourd'hui. Donc, mais je dois vous dire simplement que pour moi, je n'ai pas vu sur une base légale pour contester la fédération. Parce qu'il faut savoir que, on peut dire, là le SINAFOC est le changement de dénomination de l'AFC. L'AFC, tout à fait. Qui est l'association des footballeurs du Cameroun et qui tient la route. Quand vous changez de dénomination, vous ne perdez pas votre identité. Vous restez la même identité. C'est simplement qu'à l'époque de l'AFC, où Makongo était secrétaire général pendant une dizaine d'années, il représentait les joueurs et à l'époque, il défendait plus les joueurs sur la revendication des primes de signature. Il réclamait les primes de signature qu'on ne payait pas au club. On était dans le football amateur. Donc, très souvent, on ne regardait pas les salaires. C'était les primes de signature. Quand on est passé professionnel, et la charte de sport le dit, la charte de sport reconnaît désormais les footballeurs professionnels comme des travailleurs, comme le prévoit le code du travail. Avec cette disposition-là, l'AFC décline et devient un syndicat. Et il faut rappeler que les gens s'appuient sur le fait que dans les textes de la fédération, dit et les associations de corps de métier. Mais il faut savoir que ceux qui ont rédigé le texte, et je suis choqué parce qu'il y a des juristes là, on a déjà amendé les textes de la fédération depuis pour un seul mandat 3 fois, et que les gens n'ont pas su qu'on devrait enlever le mot association pour mettre le mot organisation corporatiste. Et donc, dans organisation coopérative, on aurait retrouvé association, union et syndicat. Quelqu'un peut aller faire des tests et s'appeler association, alors que dans ses statuts, il a des missions d'un syndicat. Vous pouvez être union et vous avez des missions. C'est ce que vos statuts définissent que vous êtes. Ce n'est pas le mot association, le mot union ou syndicat. Vous pouvez même être syndicat, avoir un syndicat de grève, mais dans votre fonctionnement, vous fonctionnez comme une association et vous ne défendez pas les joueurs. Donc aujourd'hui, je ne peux pas croire qu'un syndicat, même les patrons les plus mauvais qui n'aiment pas les syndicats, quand il y a élection et délégué de personnel, ils organisent. Parce que c'est un repère dans les normes de l'OIT pour montrer que vous êtes véritablement une entreprise qui respecte les normes internationales. Quand vous n'avez pas de syndicat pour défendre vos travailleurs, en ce moment, vous fonctionnez pas dans les règles d'une organisation de travailleurs. Et en ce moment, vous ne pouvez pas bénéficier. Défendre les intérêts des footballeurs, disons professionnels, parce qu'on est professionnels. Je vais vous dire, je vais même nuancer. Si la fédération était avant-gardiste, moi je ne suis pas là pour dire que si la fédération était avant-gardiste, elle ne retire pas le droit de représentativité au SINAFOC. Ce qu'elle fait, si elle veut protéger, si elle veut favoriser une autre association, que cette association-là soit une association qui se décline comme une association qui vient défendre le football amateur. Et comme il y a 2 places par corps de métier, on dit donc que une place pour les associations de corps de football, ceux qui défendent les amateurs, et une place pour ceux qui défendent les professionnels. C'est-à-dire que même chez les entraîneurs, on devait prendre une place pour l'association des entraîneurs et une place pour le syndicat des entraîneurs. Et on devait faire la même chose chez les arbitres, une place pour l'association des arbitres et une place pour l'association. Parce que dans le football aujourd'hui, on a 2 entités. Il y a ceux qui défendent tous ceux qui travaillent avec le secteur amateur et il y a ceux qui défendent le secteur amateur. En ce moment, on aurait dit que l'exécutif de la fédération est avant-gardiste, veut apporter quelque chose au football camerounais et veut mettre toutes les entités, les acteurs de jeu représentés à la fédération. Mais là, c'est un règlement du code. Moi, de journaliste... Donc, ça veut dire que, si je vous comprends bien, l'existence du SINAFOC n'empêche pas l'existence de l'association des footballeurs du Cameroun. Ça n'empêcherait pas. En ce moment, la fédération serait avant-gardiste. Simplement que les tests de la fédération disent qu'on ne peut avoir qu'un corps de métier. Une association par corps de métier. Mais moi, il y a une organisation corporative par corps de métier. Et en ce moment, on devrait changer pour dire qu'on devrait avoir une
chez les amateurs et une chez les professionnels. On aurait pu dire ça comme ça. Maintenant, revenons à la crise qu'il y a dans le football camerounais. Et moi, ça me choque parce que moi, en plus, j'en veux à l'exécutif qui nous montre qu'elle n'est pas avant-gardiste, qu'elle n'est pas venue développer le football, mais j'en veux beaucoup plus aux membres du comité exécutif et surtout à l'Assemblée générale. Parce que le conflit SINAFOC qui enlève le SINAFOC aujourd'hui, c'est un conflit ivoirien qui a été transposé au Cameroun. Il faut que les gens le sachent. Oui, il faut qu'on dise la vérité. Pendant l'élection à la Fédération ivoirienne de football, il y a 4 ans, Drogba était candidat. Et les tests de la FIFRO disent que quand un joueur est candidat, l'association vous êtes association de footballeurs, vous devrez le soutenir obligatoirement. Si vous ne le faites pas, c'est une faute. Quand en Afrique et au Cameroun, le SINAFOC peut être là, même s'ils sont en faux avec Eto'o, je vous dis que si Eto'o est encore candidat, ils auront l'obligation de le soutenir. Comme ils l'ont fait la première fois. Ils auront l'obligation. C'est ce qu'ils avaient d'ailleurs déjà fait. Maintenant, parce que Cyril Domoro, président, est allé faire des alliances avec un autre candidat, la FIFRO l'a frappé pour dire que c'est une faute lourde. Et comme c'est en politique, on lui a fait ce qu'on lui a demandé le compte d'emploi de tout l'argent qu'il recevait. Le même combat que les Makongo ont mené une fois à l'AFC. Il n'a pas pu prouver le compte d'emploi de l'argent qu'il reçoit de la FIFRO. Et la FIFRO l'a mis de côté. Eto'o, qui doit, Cyril Domoro doit être son beau-frère, je crois, je n'ai pas les preuves, mais tout à l'air, il a pris le combat de Cyril Domoro et il est allé à la FIFRO pour demander, pas pour négocier, pour demander qu'on réintègre Domoro de force, de gré ou de force. Et que si on ne réintègre pas Domoro, lui sort du football au Cameroun. Est-ce que c'est logique? Et que les membres de l'Assemblée générale de la Fédération acceptent ça comme ça? C'est votre analyse. Non, ce n'est pas mon analyse, c'est les faits. C'est les faits, on est journaliste. On est journaliste, c'est les faits. C'est les faits, c'est ce qui s'est passé. C'est les faits qui se sont passés. C'est les faits qui se sont passés et on a les interviews où Eto'o l'a dit. Donc, on ne peut pas accepter qu'on transpose un combat ivoirien pour le ramener au Cameroun et régler des comptes. Que toute une assemblée générale l'accepte et commence à trouver des mots spéciaux dans les tests. Il y a association, il n'y a pas syndicat. C'est bête. C'est bête. Et qu'on arrive à une assemblée générale où aucun membre n'a remis en cause. N'a remis en cause. C'est-à-dire que n'a dit que, en fait, vous reprochez quoi? Il y a quand même eu 46 membres pour et un membre contre. Un seul membre contre. Non, je vais vous déposer. Là, justement, le SINAFOC a 2 membres dans cette assemblée générale. Et vous ne pouvez pas me dire que les 2 membres peuvent avoir même voté contre leur association. Il y a eu une démission entre-temps. Bon, il y avait 53 personnes sur 64 délégués. 46 ont voté. Et pour un contre. Pour l'exclusion du SINAFOC. Comment peut-il... Et donc, c'est un membre du SINAFOC qui a voté contre. Comment maintenant, pour voter l'adhésion de l'ANF à l'unanimité, l'autre membre peut voter à l'unanimité? Comment pour voter les tests de l'ANF, ça veut dire que ceux qui ont rédigé ça étaient maladroits. Ça manque de logique. Ça veut dire que c'est les petits astuces qui font qu'on peut attaquer toute cette résolution. Et on met ça parce que le membre du SINAFOC peut dire que moi, je n'ai jamais voté l'unanimité. Donc, quand les gens veulent tricher, ils ne sont même pas élégants dans la tricherie. Et c'est ça. Et moi, c'est ça que je voudrais voir le football s'améliorer. Et je dis que si j'étais secrétaire général de la fédération, j'aurais conseillé à Eto'o, tu dis que comme chez les entraîneurs, il y a le syndicat et les amateurs, on leur donne une place, on leur donne une place, c'est avant-gardiste. On serait peut-être même un exemple dans le monde. Dans le monde où... Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Les gens disent association. Mais en France, c'est l'UNFSP qui est un syndicat. C'est Thuram qui représente l'UNFSP à l'Assemblée générale et au comité exécutif de la Fédération camerounaise de football française. Et quand les gens me disent que le syndicat n'est pas représenté dans le football, quand le football devient professionnel et qu'on reconnaît le statut de travailleur au footballeur, on a l'obligation d'avoir des syndicats. Même les entraîneurs ont l'obligation d'avoir des syndicats pour défendre le... Parce que l'association
dans son essence, ne défend pas. Elle est dans l'animation, dans la formation, mais elle n'est pas là dans la défense des Le syndicat était un droit tout à fait logique. Voilà. C'est bien dit. Jérôme, sur cette question. Oui, je crois que en qualité de journaliste, il a bien décortiqué, il a bien déroulé le tapis. Mais moi, je suis un tout petit peu inquiet. Inquiet du fait qu'à la tête du Sénafor, on avait Jérémy Soleditap, qui est encore à la tête de la FIF Pro. Afrique, voilà. Donc, je crois que le retirant l'agrément au niveau du Cameroun, il peut avoir les chances de perdre sa tête au niveau de l'instance africaine. Donc, et quel serait le problème de la FECAFOOT dans ça? Oui, mais vous voyez, ça ne donne pas, ça ne fait pas bon augure, je veux dire, parce que c'est une place de perdu pour le Cameroun. Ah ouais, donc au niveau de vous mettez pour la diplomatie sportive, voilà, on doit capitaliser sur nos représentants à l'international. C'est clair ce qu'il vient de dérouler là, Nathaël Diop, tout en disant que il y a le football professionnel, il y a le football amateur. On aurait dû élargir beaucoup le champ pour beaucoup de corps de métier pour ne pas léser, ou alors pour permettre à tout un chacun d'apporter son expertise, ou alors d'apporter de sa touche particulière au niveau du football camerounais. Lorsque nous tous, nous avions le souhait que ce football marche. Donc, aller encore dans les guéguerres parce que le juridiste ou alors un administrateur ne souhaite pas voir l'autre, je crois que c'est des batailles pas bonnes. Parce qu'on nous dit aussi, on nous fait comprendre que mon ami qui était défenseur, là, j'oublie, qui est actuellement à la tête de l'ANFC, Lucien Motomon, qui avait été injecté du côté du Sinafor. Qui était justement voilà, donc qu'aujourd'hui les gens ne devraient pas avoir les larmes si la fédération enlève l'agrément au niveau du Sinafor. Non, on l'a injecté parce qu'il était déjà, il était premier vice-président et il avait déjà créé l'ANFC. Et on ne pouvait plus le garder. Très bien. Il faut que les gens aient la vérité. Voilà, donc je crois que maîtrisant bien le sujet, je crois que... Et puis aujourd'hui, il est salarié à l'AFRICAFOOT et il est à la tête d'une organisation que l'AFRICAFOOT crée. Ce n'est pas normal. Il y a quand même des divisions. Je voulais quand même préciser quelque chose. Je suis vraiment... Allez-y vite, Timothée, on n'a plus assez de temps. Nathaël est tout à fait correct. J'ai failli donner... Il a une grosse culture syndicale. Donc, non, il a une belle culture syndicale. C'est pas seulement une grosse, mais elle est aussi belle. Ce que je voudrais dire, en toute honnêteté, je vois mal comment la FECAFOOT, en tant qu'association de fédération camerounaise de football, peut définitivement éjecter un syndicat. Parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'est que le rôle d'un travailleur. Un syndicat, c'est un syndicat, il existe parce qu'il y a des travailleurs qui vivent par le football. Et ils ne peuvent pas dire qu'ils peuvent décider qu'ils enlèvent des hommes qui apportent certains troubles dans le syndicat. Mais, et j'ai saisi cette occasion, c'est ce que Nathalie a dit tout à l'heure, en disant qu'ils auraient pu s'engager à réorganiser même les syndicats pour mieux étoffer. La plupart beaucoup de jeunes professionnels du Cameroun n'ont pas leur salaire. Bien sûr. Ils n'ont pas leur salaire, ils n'ont pas leur prix, ils n'ont pas le titre. Et il faut un peu plus étoffer les syndicats. Et en réalité, ça peut même être un seul syndicat. Mais le syndicat peut avoir une organisation intérieure qui crée deux organes. Un pour les professionnels, un pour les trucs. Puisque de toute façon, c'est un syndicat qui couvre l'ensemble des footballeurs du Cameroun. En principe, on ne devrait pas vous expliquer. Vous avez travaillé 10 ans comme secrétaire. Oui. Au poste de secrétariat, c'est avoir beaucoup de connaissances. Oui, non, bien sûr. Lui, après, travaille en même temps que moi. Ce que je voudrais dire, c'est que, en toute honnêteté, ils ont fait une faute et ils ne pourront pas s'en sortir. Ils ne peuvent pas dire qu'ils peuvent être un syndicat. Et je voulais dire que... C'est très grave. Je voulais dire que, en soutenant mon argumentaire de la représentation d'une association qui s'occupe du football amateur, des acteurs du football amateur, et une association ou un syndicat du football professionnel, on voit ça même dans l'élection des délégués du personnel dans les entreprises. Voilà. Dans les entreprises, l'élection des délégués du personnel et entre les cadres et les subalternes ne se font pas au même niveau. Les subalternes ont leur catégorie, ont leur classe d'élection et les cadres ont leur élection des délégués du personnel. Donc on ne peut pas... Mais la FECAFOOT est une association.
Oui, mais elle a une entreprise. C'est une entreprise déjà. C'est une entreprise. La FECAFOOT, c'est une entreprise. Parce que les éléments, les membres de la fédération sont des entreprises. Ces finances doivent respecter les comptes au WADA. Oui. Ils sont audités. Et elle a du personnel et qu'elle paye à la CNPS. Quelle est-ce qu'elle a la CNPS? Elle a une convention CNPS pour les joueurs. Et les clubs sont des entreprises. Arrêtez de voir la FECAFOOT. Dans ce cas-là, on dirait que comme la fédération est une association, elle n'a pas le droit d'être à la CNPS, elle n'a pas le droit de payer les entreprises. Donc, tous ceux qui travaillent à la fédération doivent être des bénévoles, doivent s'appeler des bénévoles. Mais s'ils ont des travailleurs, à ce moment, est-ce que, parce qu'ils ont des travailleurs, ils s'appellent entreprises, ils sont restés fédération. Donc, on ne peut pas faire le procès au syndicat des footballeurs de dire que, comme vous êtes syndicat, vous ne pouvez plus parler association. C'est incongru. C'est incongru pour ceux qui développent des arguments. Donc, la solution aurait été justement de faire et avec le SINAFOC et avec l'association nationale. Toutes ces choses, chacun avec les rôles bien précis. Il n'y a pas d'élément direct qui inculpe le SINAFOC d'une faute. Voilà, donc c'est tout ça. Alors, il nous reste à peine quelques minutes. L'autre sujet, peut-être une réaction vraiment rapidement. L'AG qui a également autorisé le comité exécutif à poursuivre les diligences en vue de la révision de la convention ministère FECAFOOT de 2015, telle que prescrite par la FIFA. La convention ministère FECAFOOT. Elle était prescrite par la FIFA désormais? Oui, elle était prescrite. Oui, bien sûr. Dans la crise qu'on a... En mai dernier, elle était prescrite par la FIFA. Ah bon, parce qu'avant mai, il y avait déjà cette crise. Elle existait. Mais si elle est prescrite par la FIFA, il faut poursuivre les gens, il faut faire les choses normalement. Mais maintenant, le problème, c'est quelle est la commission qui a valeur réelle, on a fait des enquêtes, quel genre d'enquête on fait pour mettre en place une commission qui a la capacité réelle de poursuivre des princes de la République. Ça va être très très compliqué une telle poursuite, parce qu'en réalité, dans les princes de la République, il y a des ministres qui se sont servis, il y a des hommes de l'exécutif de la FECAFOOT qui se sont servis. Donc, si on comprend... Et c'est cette convention. Et je pense que cette convention, même là, ça va être très très compliqué. Il faudrait certainement des civils camerounais qui viennent d'ailleurs choisis par la présidente de la République, par exemple. Le Premier ministre. Pour moi, rapidement. Pour moi, la révision de cette convention est simple. Si la fédération camerounaise était dans la bonne foi au départ, si elle avait accepté l'arrivée de Babri sans avoir ce conflit-là, où même avec les institutions de la FIFA, elle a refusé de se plier. Et donc aujourd'hui, le gouvernement, c'est un monstre froid. Le gouvernement rit avec eux, mais ils vont faire ce qu'on appelle du dilatoire. Ce n'est pas qu'ils vont refuser, ils vont aller dans les commissions, ils vont s'asseoir et on va renvoyer. Après une réunion, on renvoie, une deuxième, on renvoie. Donc on va renvoyer jusqu'à l'année prochaine, jusqu'au bon vouloir du gouvernement d'aller. Et puis, il faut savoir que si la fédération veut aller dans ce changement, il faut que la fédération sache que le gouvernement soit prêt à assumer tous les charges qui lui sont octroyées. Et donc, sur le plan financier, le gouvernement va se retirer. Surtout qu'on est en train de connaître une crise financière. Et donc, le gouvernement est prêt à se retirer. Mais il faudrait que si la fédération veut retirer au gouvernement son droit de regard, elle doit être capable de dire j'assume désormais les charges financières qui vont aller avec. Voilà où il y aura l'enjeu de cet amendement. Il ne faut pas seulement aller là-bas dire qu'on enlève le pouvoir à l'État et on reprend le pouvoir, mais sur le plan financier, l'État continue à saigner. Vous savez ce que nous coûte un match de football. On n'a pas pu mettre de l'argent pour intervenir à la falaise de Tchang. Mais un match de football nous coûte, un seul match de football, les deux matchs de football nous ont coûté plus d'1,5 milliard. Et alors, il y a eu intervention à la falaise. Il y a eu intervention, mais vous savez la suite, c'est qu'on a été limité sur le plan des moyens. On a été limité sur le plan des moyens, on a abandonné les corps engloutis au sol avec les catégories, avec les engins. C'est pas l'objet de l'émission. Alors, rapidement, en ce qui concerne la révision, vous allez revenir. Je voudrais qu'on écoute le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, lors de l'AG. Il a quand même dit un mot sur le championnat. Je voudrais qu'on l'écoute. Concernant notre championnat, 3 saisons se sont écoulées et nous pouvons nous déclarer satisfaits des progrès réalisés au niveau professionnel avec la montée en Elite 1 et Elite 2 de clubs autrefois amateurs.
aujourd'hui devenu professionnel. De plus, notre championnat amateur continue de se dérouler malgré les nombreuses difficultés rencontrées. Chers collègues, je vous invite à faire un point sur les événements marquants du football au Cameroun pour la saison 2023-2024. Pour anticiper, vu que les prochaines Coupes du Monde, U17, commencent en fin 2025, nous allons lancer dès cette saison un championnat de Ligue U17 qui sera dans la même formule que le championnat Elite 1, avec des U17. Jérôme Bango, oui, on commentait sur la révision vraiment en quelques secondes. Et puis votre réaction par rapport à ce championnat U17 annoncé par le président de l'Africa Foot. Oui, en ce qui concerne la révision de la convention MICEP-FECA Foot, c'est aussi de bonne guerre. Je crois que la fédération veut tout simplement rentrer dans sa légitimité. C'est-à-dire que avoir tout son pouvoir au niveau de certains nombres d'éléments qui lui reviennent. Mais maintenant, comme on venait de le dire, ça ne serait pas facile parce qu'il faut dire le MICEP, via l'État du Cameroun, injecte beaucoup d'argent et se donne tout simplement le droit de regard et quelques droits de proposition. Donc, lorsqu'on sort de là, le championnat U17, je crois que ça serait très bonne chose. Il ne faudra pas que lancer le championnat U17. C'est-à-dire que si on décide de lancer le championnat U17, il faudra aussi lancer le championnat U20. Parce que dans cet ensemble des catégories, on saurait lancer les U17 alors que les U20 sont prêts à intégrer l'équipe première. On est dans la perspective de la Coupe du Monde. Il dit cette saison, il dit la saison à venir. La saison à venir. On lance maintenant. Oui, je dis bien, il faudra lancer les U17 parce que lorsque les U17 auront fini cette catégorie, où est-ce qu'ils vont intégrer? Laquelle catégorie? Je dis, comme en Europe. Si on calcule le modèle européen, tout simplement, ou alors si on va simplement du côté des Balkans, on dit, au même titre que se joue le championnat d'élite, joue aussi les autres catégories inférieures, c'est-à-dire que les U20, les U17, et progressivement. Parce que si on exige un cahier de charge aux équipes de ce qui est professionnel, comme on le dit, c'est-à-dire que si chaque équipe a d'autres catégories, il est normal que pendant que Canon joue l'Union, que ces différentes catégories inférieures se jouent pour que le championnat en même temps avance. Mais si on décide de jouer, on s'arrête au U17, ça ne va pas suivre. Je dis, si on décide, s'il a décidé, on dirait qu'il n'y a que les U17. Je dis, il faudra associer les U17, les U20, parce qu'on sait que les U20 intègrent rapidement l'équipe première, parce qu'il y a aussi, c'est pas parce qu'on va jouer la Coupe du Monde U17 qu'on va oublier qu'il y a la Coupe du Monde U20 et la Coupe d'Afrique aussi. Donc, c'est ce qu'il faudrait tout simplement préciser. Je dis, lorsqu'on prévoit jouer les U17, il faudra prévoir aussi faire jouer les U20. On vous a compris, Mathieu, sur ce nouveau championnat qui est amené à voir le jour. Non, moi je crois que dire qu'on organise un championnat U17 national, c'est une bonne chose. Mais dire qu'on organise un championnat d'élite U17, c'est une mauvaise terminologie parce que dire élite, ça veut dire que les U17 deviennent professionnels et qu'on va les payer des salaires. Je ne crois pas. Et deux, je crois que ça tombe là comme un cheveu dans la soupe. Parce que depuis 3 ans, on n'a pas préparé le mouvement sportif à un tel championnat. Les qui vont jouer, sur quelle base, sur quels critères on les prend. Même les journalistes qui étaient, même les délégués à l'Assemblée générale qui étaient là ne savent pas les mécanismes de choix et de qui va jouer dans ce U17. C'est pour ça que je dis que... C'est pour ça qu'elle dit que... Forcément, la réflexion va se poursuivre. Non, elle ne se poursuit pas alors qu'on doit commencer là. C'est à l'Assemblée générale qu'elle devait se poursuivre. C'est là où il devait avoir des débats. Les gens devaient savoir de quoi ils s'en tenir. Mais ça ne peut pas être seulement dans la tête du seul président et de son exécutif ou de son secrétaire général. Et puis à la dernière minute, on va venir vous dire que on a décidé que tel centre de formation joue, ou alors, parce que quand on regarde notre football, même les clubs professionnels n'ont pas de club réserve. Le club réserve. Non, pas les équipes réserves. Sur quelle base on va le faire? En Europe, on voit, parce que au même moment que le PSG joue avec tel club, les réserves jouent aussi. Mais est-ce que ça sera le cas? On ne nous a pas défini ça. Bon, on nous annonce quelque chose qui est une bonne initiative, mais j'ai peur que ça ne soit qu'une annonce, un bluff, qui est dans une année préélectorale. Il y avait 3 ans, on avait imposé aux équipes féminines. Voilà. Peut-être c'est quelque chose qui va... On a imposé les équipes féminines il y a quelques années, ça n'a pas marché. C'est le football jeune. Ce championnat, U17. Vraiment, nous sommes au mois de décembre. Et
toutes les entreprises prises par le Cameroun, c'est du bluff. C'est purement du bluff. Nous avons largement eu le temps depuis 15, 20, 25 ans. 8 mois d'arrêt de championnat, on n'a pas préparé. Mais on a le temps pour tout. Nous avons les meilleurs tests écrits d'Afrique. On va revenir sur ce sujet. En rappelant que le championnat MTN Elite One doit reprendre le 8 décembre prochain. MTN Elite Tour le 14 décembre. Et comme vous le savez, la Guinée Super League pour le foot féminin, c'est le 30 novembre prochain. C'est la fin de cette émission. Timothée Makongo, Jérôme Bango, Mathieu Nathanaël Ndiok. Merci à toute l'équipe technique. Adonis Yamen, Zipierre au son et évidemment Landry au Sadeyel et caméras. Yvonne Amougou au maquillage. Amis sportifs, merci de nous avoir regardés. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Coupez alors.